Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée. Voilà, cette journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. C'est la 9e édition. Je le disais, le secteur du logement social est un acteur clé et engagé dans la transition environnementale. Vous êtes vous-même également depuis très longtemps personnellement engagé sur ces enjeux. Bâtir et rénover 2050, sobriété, efficacité, décarbonation, adaptation, résilience, tous ces sujets. Quelle est aujourd'hui votre vision de tous ces défis? Oh là, bonjour à toutes et à tous. C'est un moment charnière que nous traversons aujourd'hui. Pour votre invitation. Écoutez, la première chose qu'on peut se dire, c'est que déjà, on a quand même fait beaucoup de progrès, il me semble, ces 15 dernières années. Si je pars par exemple du plan bâtiment Grenelle, en fait, qui était un moment un peu charnière, je pense qu'on a quand même beaucoup évolué. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait bien. Parce que je ne pense pas que la question, c'est toujours de chercher l'excellence. La question, c'est de savoir que toutes nos actions soient bénéfiques pour répondre à ces enjeux dont vous parlez. La décarbonation, la résilience, la renaturation, la protection de la biodiversité. Et je pense que la difficulté aujourd'hui, elle est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Alors, il se trouve que je viens juste de voir Alain Mogard et on parlait beaucoup de la certification E+C-. Et j'en parle parce que Alain fait partie des personnes qui m'a conseillé quand j'étais ministre pour mettre en œuvre cette réglementation. Typiquement, quand on a fait ces travaux qui maintenant datent, on les a conçus en 2015-2016, par exemple, on se disait on veut offrir aux professionnels une panoplie de labels à obtenir, pas obligatoirement le mieux, le plus génial, le plus extraordinaire, mais d'avoir des paliers pour avancer ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va avancer. C'est non pas en contraignant tout le monde à être dans des objectifs qui sont très difficiles à atteindre et qui sont parfois très durs à appliquer parce qu'ils imposent une remise en cause très forte de notre manière de construire ou de réhabiliter, mais d'avoir des paliers dans lesquels on peut piocher. Et ça, c'est une des difficultés aujourd'hui. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse le tri entre ce qui est primordial et ce qui est accessoire. Par exemple, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est d'arrêter de consommer du foncier. Je pense que c'est le combat sur lequel il faut qu'on aille, vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que les remises en cause aujourd'hui de la manière dont est pensée la zéro artificialisation nette est, je trouve, difficile à vivre. Parce qu'à mon avis, on se trompe de combat. Il est très important qu'on arrive à ne plus consommer du foncier qui est aujourd'hui naturel. Et on a déjà beaucoup de terrain de jeu à faire sur ce qui est déjà bâti. Et ça, pour moi, c'est le principal. Après, quand on voit sur des sujets de décarbonation, des niveaux d'exigence et de dire c'est toujours plus ça, peut-être qu'on peut déjà se demander si on ne peut pas massifier à un niveau qui soit déjà très bon, plutôt que de se gargariser d'avoir les meilleures expériences, mais qui en fait n'arrivent pas à être réplicables. Et donc je pense que c'est ça aujourd'hui le débat qu'on doit avoir. Après, il y en a un troisième, c'est que tout ça nécessite des nouveaux modèles économiques. J'allais en parler, voilà, exactement. Il y a une problématique du financement quand même. Ce n'est pas vrai que cela, c'est le même coût, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Il y a des transformations qui vont appeler plus d'investissements. Il y en a d'autres qui vont nous faire consommer de l'argent différemment, qui ne vont pas être dans les mêmes modèles économiques. Mais c'est un changement aussi financier. Assumons-le. Assumons que ça coûte peut-être plus cher, mais qu'en fait, ça crée moins de dommages à la planète et au pays et à l'économie sur une durée, que ça va créer moins de dommages, notamment en termes d'émissions carbone, et que donc ça nous permet d'être plus vertueux à terme sur les questions des prix carbone. Mais assumons qu'il y a un enjeu économique et traitons-le. Je pense que c'est plus simple de l'aborder comme ça. Et alors justement, pour traiter cet enjeu économique, donc il y a de nombreux acteurs, je vois la Banque des Territoires qui est pas loin. Cette territorialisation aussi de ces sujets, elle est quand même très importante, j'imagine, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où aussi. Oui, mais je pense qu'il y a une chose sur la mise en œuvre de politiques publiques, c'est-à-dire qu'on peut espérer qu'on soit dans un schéma, puisqu'on est un État quand même qui reste centralisé, mais qui pourrait l'être beaucoup moins par ailleurs.
Moi, je trouverais intéressant qu'on ait des cadres nationaux qui puissent après être un terrain de jeu, notamment pour les collectivités. Si on fait des collectivités locales, un des acteurs majeurs de la transition. Donc ça, c'est certain. Et de ce point de vue-là, ça peut être très intéressant, y compris de voir comment on peut avancer. D'ailleurs, quand même, il y a des territoires, je pense des régions, je pense à la région Grand Est, qui depuis très longtemps, sur beaucoup de sujets, a mis des fonds pour quand même changer la donne sur une partie de la production immobilière, y compris sur des enjeux liés avec les financements de l'Agence de l'eau, sur des questions liées à la renaturation et tout ça, mais aussi sur des questions d'excellence environnementale. Donc ça, c'est très intéressant. La question, c'est vraiment les leviers financiers et les modèles économiques. Voilà. Dans le logement social, pour vous donner un exemple, on a des chiffres moyens d'une réhabilitation. Il y a encore quelques années, elle était inférieure à 40 000 € au logement. Aujourd'hui, en 2023, la moyenne de réhabilitation, elle était en moyenne, c'est les chiffres de la caisse de perspective, c'était autour de 57 000 €, mais en fait, on sait que c'est plus aujourd'hui, qu'on a beaucoup de réhabilitations qui sont au-delà de 60 à 70 000 € au logement. Donc on voit bien qu'on ne fait pas la même chose qu'avant. On intervient différemment, on fait des choses peut-être plus durables, mais donc ça appelle aussi des leviers financiers différents, des prêts de long terme, peut-être, j'en suis même sûre, de la subvention pour créer notamment et stabiliser une filière, et aussi peut-être à terme une capacité à valoriser en fait les bons investissements. Et c'est tout le débat sur est-ce que l'on est valorisé quand on investit plus vers des activités immobilières qui ont un impact bénéfique sur notre environnement. Alors après aussi, dans ce qu'on a vu aussi ce matin, c'est que pendant très longtemps, on a parlé de construction neuve performante, de bas carbone, on est très engagé là-dessus. On parle de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, il y a vraiment le gros sujet quand même, c'est l'adaptation au changement climatique, la problématique du confort d'été, de la chaleur. C'est des choses aussi que prennent en compte aujourd'hui les bailleurs. Alors tout d'abord, sans refaire le débat politique et philosophique, mais si on parle d'adaptation aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Enfin, s'adapter, c'est parce qu'en fait, on a perdu le combat, il faut quand même le dire. Mais voilà, c'était un long débat qui a occupé les écologistes pendant fort longtemps. Mais c'est quand même une bonne chose et il faut s'adapter. Et il faut s'adapter très vite parce qu'on subit tous, et on le voit bien, des évolutions liées à des dérèglements climatiques qui s'imposent à nous. Il y a le confort d'été, il y a la montée des eaux, il y a la question des argiles, extrêmement importante, de la qualité des sols. Il y a aussi la question du regard des habitants par rapport à leur environnement. La crise du Covid, dans le logement social en tout cas, elle a créé un impact particulièrement fort de mal-être chez beaucoup d'habitants, et ce n'est pas que dans le logement social d'ailleurs, c'est aussi dans le logement privé, sur le fait qu'ils n'avaient aucun espace extérieur, qu'ils n'avaient aucune capacité à prendre l'air. Et on voit bien qu'aujourd'hui, y compris dans nos projets de réhabilitation, dans nos programmes de rénovation urbaine, on a beaucoup d'apports, par exemple, de balcons, au-delà de la question de la renaturation pour créer des jardins, parce qu'il faut absolument le faire. Mais au-delà de ça, s'adapter, moi je vais vous dire aujourd'hui, ça va être de traiter autrement tout ce qui concerne l'eau dans nos résidences déjà construites et dans tous nos programmes de réhabilitation. Ce qui veut dire aussi que quand on réhabilite aujourd'hui, on ne peut pas juste regarder l'enveloppe du bâtiment, mais on doit bien regarder l'ensemble en fait du foncier et ses extérieurs. Ça, c'est la première chose. C'est, vous l'avez dit, le confort d'été, et y compris... c'est le confort d'été parce qu'il y a des enjeux notamment climatiques avec des territoires qui connaissent plusieurs pics de chaleur l'été, mais en fait l'été il démarre début juin et il s'arrête fin octobre. Donc il faut aussi comprendre qu'on est maintenant sur des évolutions, et d'où la question des volets, des ombrières, d'un certain nombre de sujets. Il y a aussi la question de la pollution de l'air. Moi, je pense que, et c'est parce que vous en parlez beaucoup, mais tout ce qui va nous permettre de valoriser les enjeux de l'emploi des écomatériaux, c'est aussi un moyen de répondre à la qualité de l'air dans nos résidences intérieures, dans la qualité de l'air intérieur des logements, et d'avoir quand même des modèles de réhabilitation qui soient beaucoup plus vertueuses. Donc l'adaptation, elle est absolument nécessaire, mais je le dis aussi, et y compris, c'est un dialogue parfois difficile que nous avons avec les services de l'État.
ne pensez pas que carbone, quoi. Le carbone, c'est un seul sujet. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on ne me parle que de décarbonation. La question, c'est, on pourrait parler de résilience du parc si on veut essayer de généraliser plus, mais c'est la question du carbone, c'est la question de la biodiversité, c'est la question de l'eau, c'est la question des matériaux et c'est la question du confort. En tout cas, dans le logement social, et c'est ça une des difficultés. Aujourd'hui, on nous pousse à faire des travaux sur les enveloppes et sur la réhabilitation pour sortir des passoires énergétiques. Mais il y a des locataires, même en passoire énergétique, ce qu'ils nous le demandent, c'est le confort autour du bruit, de l'usage des parties communes, de la largeur des couloirs, de comment sont placées les boîtes aux lettres et la circulation intérieure. Et ce n'est pas juste un sujet secondaire, c'est en fait leur vie qui s'y joue. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup dessus, parce que on a tendance à penser que si on a réhabilité, qu'on a réduit les émissions carbone, en fait on a fait le boulot. Non. Non, il y a beaucoup de réhabilitations qui se font parce que les immeubles ont été mal conçus, ou les appartements, parce qu'on y vit mal. Et comme on y vit mal, on a des problèmes de gestion locative, on a des problèmes derrière d'attractivité locative, c'est très important. Donc c'est aussi pour ça que moi, en tant que présidente de l'Union sociale pour l'habitat, en même temps, je me bats pour obtenir des soutiens très forts aux bailleurs qui ont beaucoup de passoires énergétiques, notamment dans des territoires où en fait on a beaucoup utilisé le gaz par le passé et sur lesquels il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais je veux aussi que les bailleurs continuent de moderniser leur patrimoine social. D'où les débats sur la restructuration lourde. Ce qu'on a vu là sur le lycée Paul Valéry, sur une restructuration pour un bâtiment d'activité, c'est ce qu'on appelle nous la seconde vie dans le logement social. J'allais vous en parler justement, voilà. Ce dispositif que vous avez lancé, parlons-en. Enfin, les décrets sortent. C'est un dispositif que j'ai eu dans ma petite tête avec Éric Lombard en 2021. Voilà, nous sommes en 2025. L'idée de la seconde vie, en fait, on se rendait compte dans le logement social qu'on ne faisait pas parfois des réhabilitations lourdes, c'est-à-dire où on sort les locataires et on restructure, ce qui se fait beaucoup dans le secteur privé, notamment sur les bureaux. On ne le faisait pas pour des questions de financement, de difficulté à trouver des prêts qui correspondaient en fait à ces immeubles, qui avaient donc une seconde vie, c'est-à-dire qu'on les rechargeait pour vraiment plusieurs décennies. Donc on a travaillé dès 2022 avec la Caisse des dépôts sur un cahier des charges réel, donc ce n'est pas de la réhabilitation, c'est de la restructuration très lourde, partant de l'existant et qui soit une vraie solution pour éviter de démolir, notamment pour des raisons financières. Car je le redis, en tout cas dans le logement social, c'est ce qu'on voit, ça nous coûte souvent plus cher de réhabiliter que de démolir et reconstruire. Je parle en coût, je ne parle pas en coût carbone, je parle en coût économique. Et par ailleurs, l'idée c'était aussi de se dire, la seconde vie, ça nous permet de garder des structures qui sont déjà là, qui ont déjà été bâties. Ça, voilà, sur le cycle de vie du bâtiment, c'est formidable. Mais par ailleurs, ça nous permet aussi de garder la SDP construite. Et donc, il y a des endroits où on n'a pas besoin de refaire le schéma urbain d'un quartier. La question, c'est d'avoir des logements, et comme d'ailleurs on le fait dans les bureaux, qui soient remis au goût du jour. Bon, les décrets... Alors, tout le monde était d'accord, tout le monde trouvait ça formidable. Ça ne coûte pas d'argent à l'État parce qu'on n'a pas de subvention pour ça. Et pourtant, nous avons mis 3 ans à obtenir des décrets qui permettent aux bailleurs donc, de faire de la seconde vie. Et quand je dis que ça ne coûte pas à l'État, c'est que le seul engagement réel, il porte sur les collectivités locales, puisqu'à l'occasion de ces secondes vies, donc devant un cahier des charges très fort, on a une nouvelle exonération de TFPB, la taxe sur les fonciers bâtis, qui est en fait très importante pour l'économie du sujet. Pour nous, c'est quand même très important. C'est ce qui nous a permis, y compris, de faire de la mutation donc de patrimoine, pas simplement dans l'offre de logement, mais aussi dans la typologie, en faisant parfois un mélange de logements sociaux familiaux, d'une résidence, par exemple, pour jeunes actifs, de faire de l'accession sociale, voire de vendre une partie du patrimoine pour du parc locatif privé, pour faire une mixité plus forte. Et on a quand même des très belles réussites. Et on a fait des expériences. La seconde vie, elle va autant sur des immeubles faubouriens qui ont un siècle que très clairement des immeubles des années 60-70 qui s'y prêtent beaucoup et qui nous permettent aussi de regarder ces chantiers-là comme une nouvelle évolution et donc de ne pas toujours construire. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup quand je parle de produire tant de logements sociaux par an, de les mettre sur le marché
là, on a des objectifs autour de 100 000 logements. Je ne dis pas construire obligatoirement, c'est les produire, c'est-à-dire, ça peut être évidemment de la construction neuve, mais c'est aussi beaucoup d'acquisition, amélioration, de travaux parfois sur des bureaux, même si c'est très complexe encore, et y compris d'un point de vue économique, mais ce n'est pas obligatoirement la construction neuve. Aujourd'hui, la construction neuve, en tout cas dans le logement social, c'est une toute petite part de notre activité. On est beaucoup appelé pour aller sur les dents creuses, certes, mais aussi sur de l'habitat privé insalubre, sur tout ce qui est dans Action Cœur de Ville, de la reprise d'habitat ancien très complexe, et toutes ces restructurations. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous de développer ça. Et je pense que la seconde vie à terme, en tout cas je l'espère, moi c'est un peu ce que je défends pour le mouvement HLM, je pense que ça sera une activité forte de nos actions de réhabilitation, y compris pour répondre à un besoin réel qui est que la forme des familles, des ménages change. Aujourd'hui, la forme majoritaire d'un ménage, c'est une personne ou une personne et un enfant. C'est la réalité sociologique de notre pays. Et notre patrimoine, avec des logements qui sont des 4 pièces et des 5 pièces, n'est plus du tout adapté à la réalité des besoins des familles. Et donc, la seconde vie peut aussi nous permettre de répondre à ça. Finalement, c'est aussi replacer l'usager au centre de tout cela. Alors, on arrive un peu au terme de notre échange. Ça va très, très vite. Peut-être vous demander quand même, voilà, quelles sont les perspectives, vos attentes. Voilà, ce sur quoi vous voulez insister aujourd'hui, le message que vous voulez faire passer? Mes attentes, ça dépend envers qui. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a raison de se battre pour avoir une activité, en tout cas immobilière, hein, au-delà du logement social, qui soit extrêmement vertueuse en matière environnementale. Donc, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Aujourd'hui, on le voit bien, on a une ambiance politique internationale qui est beaucoup moins porteuse que celle qu'il y avait en 2015 après la signature de l'accord de Paris. Mais le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est une réalité. Et de toute façon, si on ne s'adapte pas, on subira. Et on subira 10 fois plus violemment que si on s'adapte. Donc la question, c'est de ne pas lâcher. Et après, il faut trouver quels sont les voies et moyens. Moi, je crois quand même que ça reste un secteur d'activité économique et de développement économique considérable. Je pense aussi que c'est un ciment de notre société qu'on n'injurie pas l'avenir en ayant des activités économiques nocives pour l'environnement. Et enfin, quand même, si je regarde juste en tant que bailleurs sociaux, c'est ce qui nous permet de construire l'avenir, parce que quand je réhabilite du patrimoine, je ne le fais pas pour 10 ans. Moi, je remets sur le marché du patrimoine pour 50 à 80 ans. Et mes attentes à partir de là, c'est d'avoir... J'aimerais bien un leadership politique sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si dans la période on peut en parler, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il existe. Je trouve qu'il n'est pas assez fort dans la période, qu'on ait de l'accompagnement budgétaire et que surtout, on ait les moyens d'une ambition, y compris, vous parliez tout à l'heure d'une ambition territorialisée. Quand on voit les attaques faciles aujourd'hui sur une agence contre l'ADEME, enfin sincèrement, on est sur le niveau zéro du débat politique. Et la question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on fait ensemble, où est-ce qu'on trouve des moyens d'avoir une activité économique différente, comment est-ce qu'on arrive à faire l'équilibre justement entre nos ambitions, les enjeux économiques, comment on aide les particuliers. Je trouve qu'on a quand même montré ces dernières années que quand on met de l'argent sur MaPrimeRénov', il y a une clientèle derrière pour rénover ces logements. Il faut juste que ça reste stable derrière pour exactement, que ça puisse mais il y a des tas d'enjeux stables et tout ça. Mais c'est sûr que si, en fait, on est dans un va-et-vient constant de savoir si ça vaut le coup de le faire. Et pourquoi je dis ça? Regardez ce qui s'est passé dans les épisodes d'inondation, notamment près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Allez discuter avec les habitants de ces territoires. On n'avait plus besoin de leur faire une montagne sur la question de la montée des eaux. Aujourd'hui, ces personnes demandent qu'il y ait des systèmes assurantiels qui permettent de les sortir. Mais il a fallu attendre que ce soit au pied du mur, quoi. Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, ils demandent à ce que le système assurantiel national leur permette de vendre leur maison, de retrouver un bien et de pouvoir s'installer dans un lieu simplement où ils peuvent vivre correctement. Donc on voit bien que ça arrive très vite. Je me rappelle des débats quand il y a eu la montée des eaux autour du Signal, c'est en 2015, où tout le monde pense que c'est juste le problème de la dune de Lacanau. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Donc la société et les citoyens sont beaucoup plus matures et en avance pour faire des choses. Simplement, les injonctions ne vont pas suffire.
Moi, mes attentes, c'est qu'on trouve les moyens de créer des chemins pour l'ensemble de ces citoyens, des chemins économiques. Il y a des gens qui auront besoin d'aide et de subventions par la solidarité nationale, qu'il y ait aussi les entreprises qui soient capables de répondre à ces travaux, et surtout qu'on les encourage. Et c'est ça la difficulté. Malheureusement, dans la période, quand en fait on a une faiblesse du leadership politique sur ces sujets-là, on a plutôt tendance à mettre des injonctions et des ordres, et on pense que ça va bien se passer. En réalité, non. Moi-même, en tant que bailleur social, j'ai des obligations. Si je ne suis pas capable de les tenir, je ne vais pas les tenir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen beaucoup plus... Pour trouver de l'intelligence collective. Une intelligence collective, et qu'on ait décidé d'y aller ensemble, et non pas autour de mantras en fait, qui sont partagés par pas suffisamment de personnes. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été avec nous. Alors peut-être je vais prendre une ou deux questions, si vous en avez. Bah non. Bon, bah écoutez, pas de questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre message fort. Merci de votre soutien et de cet engagement répété du logement social dans ces transitions.